le karma a frappé. Tuapse, l'un des principaux fournisseurs de carburant des occupants russes, est devenu une source de catastrophe écologique pour toute la région. Les États-Unis déploient des technologies ukrainiennes de lutte contre les drones sur leurs bases au Moyen-Orient et l'Europe est prête pour une nouvelle alliance militaire. La Hongrie a cédé. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont approuvé un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine et un 20e paquet de sanctions contre la Russie. En Bulgarie, des forces pro-russes sont arrivées au pouvoir. Quelles sont les menaces pour l'Ukraine? Ce pays deviendra-t-il le nouveau cheval de Troie de l'Union européenne? Nous allons parler de tout cela en détail dès maintenant. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo et c'est parti. Les forces de défense ukrainiennes ont frappé plusieurs sites russes importants. L'état-major ukrainien a annoncé avoir touché un centre de commandement de la flotte russe de la mer Noire, à Streletska, dans Sébastopol occupé. De plus, les forces de défense ont frappé d'autres cibles, notamment des centres de contrôle de drones dans la région de Koursk et le centre Molnia dans les zones occupées de Kharkiv. Les forces de défense ont aussi frappé un rassemblement de troupes près de Gravska, dans la région de Donetsk. La raffinerie Rosneft de Syzran a aussi suspendu ses activités suite à des dégâts matériels causés par une attaque de drones. La fumée des incendies du terminal de Tuapse a atteint Sochi, Armavir et Stavropol et approche de Krasnodar. Selon les prévisions, des pluies acides chargées de résidus de combustion sont attendues prochainement. Des satellites ont aussi détecté une marée noire au large de Tuapse après l'attaque de drones. Parallèlement, les habitants de Tuapse accusent les autorités pour l'état des abris et exigent le déplacement de la raffinerie. Que se passe-t-il exactement dans le sud de la Russie? Nous allons tout vous montrer. Tuapse, région de Krasnodar, l'un des plus grands centres pétroliers de la mer Noire. Depuis plusieurs jours, c'est une zone d'incendie et de fumée dont les effets dépassent largement la ville. Bon les gars, voilà la situation. Aujourd'hui, il pleut dehors. Mais malgré cette pluie qui tombe sans arrêt, ce n'est toujours pas éteint. On ne peut plus respirer normalement. Tout vient vers nous. Toute cette suie noire qui envahit l'air. Regardez bien autour de vous. C'est partout. Oh, quel cauchemar à la base pétrolière de Tuapse. Regardez-moi ça. C'est quoi ce truc? On dirait un film d'horreur. Après les frappes de drones sur la raffinerie de Tuapse les 16 et 20 avril, des réservoirs ont pris feu. Selon les médias, l'incendie dure depuis des jours. Le feu est maîtrisé, mais impossible de l'éteindre. Il repart sans cesse. Oh là là, quel cauchemar. T'as vu, les flammes ont jailli. On entend même des bruits d'explosion, c'est dingue. On sent vraiment la chaleur. Ce sont des réservoirs de produits pétroliers qui brûlent, soit des milliers de tonnes de carburant. Dans de tels incendies, la température peut dépasser 800 degrés et une épaisse fumée noire s'élève dans l'air. Les images satellites montrent que le panache de fumée s'étend sur plus de 300 km. Pendant ce temps, les Russes paniqués évacuent déjà et partagent leurs impressions. Tout le monde en a ras-le-bol en ce moment, je crois, non? Cette vidéo, je veux la dédier à... pas au fait qu'on ne donne pas d'abri aux gens, ni à ce qui se passe dans le ciel. Il y a du smog dans le ciel, mais tout le monde dit qu'il n'y a aucune intoxication et que tout est normal, hein? Nous sommes juste des gens ordinaires, juste des pions qui souffrent, tout comme vous. La seule chose qui nous différencie de vous, c'est que peut-être qu'on vous a lavé le cerveau, peut-être que certains d'entre vous n'en avaient même pas. Je ne sais pas. Il est passé au-dessus de la mer Noire et a couvert une partie du sud de la Russie, dont les régions de Krasnodar et de Stavropol. Selon les écologistes, la combustion du pétrole rejette des oxydes de soufre, d'azote, de la suie et des particules fines, les fameuses PM2,5. Mais le plus inhabituel, c'est ce qu'on appelle la pluie de pétrole. Après les explosions et la combustion intense, des particules de carburant et de ses dérivés montent dans l'atmosphère. En refroidissant, elles se condensent et retombent avec les précipitations. Le pire, vous savez, c'est que genre... ma voiture est couverte de pétrole, mince, regardez. Tout est plein de pétrole. La combustion de produits pétroliers libère des oxydes de soufre et d'azote dans l'air. Dans l'atmosphère, ils se mélangent à l'humidité pour former de faibles solutions d'acide sulfurique et nitrique.
Vu l'ampleur du feu et le panache de fumée de plus de 300 km, ces retombées peuvent toucher Tuapse et d'autres régions du sud de la Russie. C'est vraiment une sorte de catastrophe écologique, mais mince, qu'est-ce que je suis censée faire? Je ne veux plus rester ici, c'est fini. Mince, imaginez, cette me ne part pas de ma main, même avec du savon. Et pourquoi ça ne part pas? Putain, c'est Tchernobyl? Après les frappes sur les infrastructures pétrolières de Tuapse, des produits pétroliers ont fini dans la mer Noire. Selon les médias, il s'agirait d'une nappe de pétrole d'environ 10 km². Pour se rendre compte de l'ampleur, c'est la taille d'une petite ville. Oh la pauvre petite rivière Tuapse aujourd'hui, vraiment. Il y a une quantité énorme de produits pétroliers qui coulent, enfin, ils les ramassent. Ce n'est pas juste du pétrole qui finit en mer, mais un mélange de produits lourds, dont du mazout. Pourtant, les déclarations officielles se limitent généralement à des formules vagues. L'incendie est localisé, les travaux sont en cours, la situation est sous contrôle. Les données précises, les volumes de fuite, la pollution, l'ampleur des dégâts sont rarement révélées. J'ai fait le tour et je n'ai pas trouvé une seule consigne sur la marche à suivre en cas d'urgence. Ces consignes n'ont dû être affichées qu'au 1 rue Komsomolskaya, là où je travaillais hier. Et je n'ai trouvé aucune info sur l'abri ou les clés, ni où elles sont, si tant est qu'il y en ait un. Alors, Evgeny Olegovitch, venez, voyons ensemble ce que vous avez préparé et pour qui. De la folie de la victoire aux appels à l'humanité, l'une des protagonistes s'adresse curieusement non pas à Poutine, mais aux Ukrainiens pour arrêter la guerre. Son message principal, en cette 4e année d'agression barbare de son pays contre l'Ukraine, reste le même, comprendre et pardonner. La seule chose qui nous sépare, c'est que nous comprenons que vous souffrez aussi. Nous compatissons. Nous ne nous réjouissons pas de ce qui vous arrive. Nous n'avons aucune agressivité envers vous. Nous voulons simplement que tout cela s'arrête. Les gens, soyez humains. Rappelez-vous que vous avez une âme, que vous avez aussi des enfants. Pour soigner l'amnésie et comprendre pourquoi des drones tombent sur sa ville au lieu de bons alimentaires, rappelons comment les habitants de Tuapse, en 2022, bénissaient leurs soldats pour tuer des Ukrainiens. Le 4 mars, un grand défilé de voitures en soutien à l'armée a débuté dans tout le Kouban. Le 8 mars, nos soldats menant l'opération spéciale en Ukraine ainsi qu'au Donbass ont été soutenus à Tuapse. Plus de 100 voitures se sont rassemblées rue Karl Marx près du cinéma Rodina. Les conducteurs préparaient leurs voitures, fixèrent des drapeaux russes et le signe Z pour la victoire. La Russie vaincra. Absolument. Des habitants de Tuapse ont participé au défilé, répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Les citadins ont relayé l'information et ont obtenu l'autorisation officielle des autorités locales. La réponse à la question « Pourquoi nous ?» est donc tout à fait évidente. Bien que l'Ukraine respecte les lois de la guerre en ne frappant que les cibles militaires de l'armée de Poutine. Et voici maintenant les images de ce que font les soi-disant libérateurs aux villes ukrainiennes et à leurs habitants depuis 5 ans. Incapables de les prendre, ils les rasent sans rien ni personne épargner. Nous montrons ici Kostiantynivka, près du front. C'est à cela que ressemble l'aide de la Russie au Donbass. Il reste environ 2500 habitants dans la ville. L'armée russe les enterre désormais sous les décombres de leurs propres maisons avec des frappes de bombes guidées et des bombes de plusieurs tonnes. Le commandant Syrski a ordonné de renforcer le secteur de Pokrovsk. Il a déclaré s'être rendu dans les quartiers généraux des unités sur ce secteur du front. Selon lui, c'est précisément ici que les troupes russes exercent la plus forte pression. Depuis début avril, 688 attaques ont été recensées dans ce secteur. Par ailleurs, Syrski a visité le groupement des forces de système sans pilote et a discuté de la situation avec le major Robert Brovdi. Selon lui, quand l'ennemi se regroupe et déploie des réserves, le rôle des drones pour frapper les occupants ne fait que croître. Et plus largement, Robert Brovdi, dit Madiar, est l'un des atouts majeurs dans la lutte contre les criminels de guerre de Poutine. Comment cet homme est-il en train de renverser le cours de la guerre? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. La traque est incessante, les forces ukrainiennes ne laissent aucun répit aux soldats de Poutine. Les forces de système sans pilote, avec d'autres unités de défense, ont transformé l'usage des drones en une véritable chaîne de destruction quotidienne des ressources ennemies.
Les forces de système sans pilote sont en quelque sorte une unité révolutionnaire, une nouvelle branche armée révolutionnaire, qui, hormis peut-être en Fédération de Russie ou à des stades embryonnaires en Chine, n'existe pratiquement pas ailleurs. C'est un corps d'armée unique qui définit les tendances actuelles et je pense qu'il servira d'exemple à l'avenir. Et ce, pour les plus grandes armées mondiales comme celle des États-Unis, de l'OTAN et bien d'autres encore. Rien qu'au cours des 20 premiers jours d'avril, ces unités ont neutralisé 18 sites de défense anti-aérienne ennemis dans les territoires occupés. Les dernières cibles en date étaient des stations radars du complexe S-350 Vitiaz et un système de missiles anti-aériens Tor M2KM. La destruction systématique de la défense anti-aérienne ennemie ouvre la voie aux drones ukrainiens vers des sites stratégiques au cœur de la Russie. Par exemple, suite aux frappes sur les infrastructures pétrolières, la Russie perd chaque jour environ 100 millions de dollars de revenus. C'est ce qu'a déclaré le commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, Robert Brovdi, connu sous le nom de Madiar. En fait, qu'il s'agisse d'1 million, de 10 millions ou de centaines de millions de dollars, toutes ces pertes comptent. Cet argent ne renfloue pas le budget russe et ne sert pas à l'achat de nouvelles armes ou de nouveaux équipements. Ces fonds ne rentrent tout simplement pas dans les caisses de l'État pour financer la poursuite de la guerre contre l'Ukraine. Autrement dit, les capacités de la Russie à accroître ses achats et à soutenir financièrement l'effort de guerre sont restreintes. Brovdi est devenu l'un des symboles de la transformation technologique des forces armées ukrainiennes. Sous sa direction, un concept a été mis en œuvre. Aucun équipement ennemi ne peut approcher les positions ukrainiennes sans être repéré. L'alliance de la reconnaissance aérienne et de la frappe immédiate par drone FPV a radicalement changé la tactique de défense. Ceux qui s'occupent directement de ce secteur, assurant la destruction de l'ennemi, son endiguement, les opérations offensives et de reconnaissance sont aujourd'hui les plus performants selon toute une série d'indicateurs. L'ennemi n'a pas le temps de s'adapter à temps à l'évolution de notre tactique. Brovdi a commencé son service comme volontaire, créant une unité de reconnaissance aérienne qui, d'un peloton, est devenue une structure puissante. Depuis 2025, il est nommé commandant des forces de système de drones, devenu l'intelligence numérique de l'armée ukrainienne. Grâce à leur développement, l'Ukraine mène la course mondiale aux technologies de défense, transformant le champ de bataille en un espace de systèmes robotisés. Selon le président ukrainien, la ligne de front se trouve actuellement pratiquement au même niveau qu'il y a un an, et c'est très révélateur si l'on considère les graves problèmes de sous-effectif des forces de défense ukrainiennes, c'est-à-dire que ce sont précisément les systèmes de drones sur la ligne de front qui ont permis aux forces de défense ukrainiennes de mener une défense active efficace. De plus, ce sont précisément les systèmes de drones qui ont créé les conditions préalables aux contre-offensives ukrainiennes réussies. Les forces de système de drones ont fait ce qui semblait auparavant impossible. Elles ont totalement supprimé la notion de zone arrière sûre pour les occupants. Aujourd'hui, les forces de système de drones assurent non seulement le long de la ligne de contact, dans le ciel proche, le contrôle de lieux spécifiques sur les secteurs du front où se déroulent les offensives ennemies, mais nous étendons le contrôle au-delà de la zone arrière immédiate. Le contrôle de la logistique ennemie, sa destruction, nous couvrons 50 à 60 km. Nous ne restons pas sur place seulement le long de la ligne de contact sans sortir de la zone de combat, mais nous avançons bien plus en profondeur. Même les porte-paroles du Kremlin ne peuvent plus passer la réalité sous silence. Les propagandistes russes admettent de plus en plus l'impuissance de leur armée face à la percée technologique ukrainienne et à la nouvelle tactique des forces armées. La Russie est confrontée à un problème de plus en plus grave. Et il y a de moins en moins d'hommes pour faire la guerre. Le rythme de recrutement chute, la mobilisation cachée ne fonctionne pas comme prévu et le Kremlin repousse une décision officielle. Cela signifie-t-il une crise des ressources? Voyez la suite. Le rythme de recrutement dans l'armée russe diminue. S'il y a un an, environ 1200 personnes signaient un contrat chaque jour, elles sont aujourd'hui environ 1000. La différence ne semble pas critique, mais les experts disent qu'il s'agit déjà d'une tendance systémique. Et elle témoigne de l'essentiel. La ressource sur laquelle repose la guerre s'épuise progressivement.
L'analyste Vadim Denisenko affirme qu'il y a moins de kamikazes et que ce sera pire par la suite. Sur le front, les forces de défense ukrainiennes, dont le potentiel militaire et les ressources disponibles sont absolument incomparables à ceux de l'armée d'occupation russe, misent, dans le cadre de leur opération de défense stratégique, principalement sur l'élimination progressive et systématique des forces vives de l'ennemi, en cherchant à affaiblir continuellement ses capacités offensives et à réduire son efficacité sur le terrain. L'idée ici, c'est que si jamais le nombre d'occupants russes éliminés dépasse réellement les capacités de la machine de mobilisation russe à compenser les pertes actuelles et à constituer des réserves stratégiques suffisantes pour l'armée, alors le potentiel offensif de l'armée ennemie, dans ce contexte précis, pourrait être sérieusement diminué. On finira par s'essouffler. En conséquence, le Kremlin tente d'agir avec plus de prudence. Depuis environ 6 mois, la Russie teste ce qu'on appelle une mobilisation cachée. Les gens sont de fait contraints de signer des contrats sans annonce officielle de mobilisation, mais ce mécanisme connaît aussi des ratés. Les raisons ne sont pas encore évidentes. Soit le processus n'est pas pleinement lancé, soit les Russes eux-mêmes sont de moins en moins prêts à partir à la guerre et à mourir. Une mobilisation totale n'est pas encore annoncée en Russie. Et la raison n'est pas seulement militaire, mais aussi politique. Au cours des 2 dernières années, l'accent principal pour le recrutement des forces armées russes a été mis sur l'armée de métier. Des objectifs de recrutement ont été fixés aux régions russes et par tous les moyens possibles. Ils ont forcé, de manière insistante et répétée, les citoyens russes à signer des contrats officiels avec l'armée russe, sans vraiment leur laisser le choix. Face au mécontentement général des Russes, le risque est que l'indignation grandisse dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la restriction des réseaux sociaux en Russie vise précisément à empêcher les émeutes. Le plan est une mobilisation massive et une offensive. Il s'agit de mobiliser les habitants des grandes villes dont Moscou et Saint-Pétersbourg. Parmi les scénarios possibles, une nouvelle offensive majeure contre l'Ukraine ou une pression sur d'autres fronts, notamment les pays baltes. Cependant, une autre question se pose ici. La réaction de l'OTAN. Je pense que peut-être tous les pays n'en seraient pas nous soutenir, mais selon moi, les pays de l'OTAN n'auront pas le choix, sinon l'OTAN n'existera plus. Ils devront s'unir et répondre à ce que Poutine pourrait potentiellement faire, sinon ils n'auront tout simplement plus d'alliance. Mais le problème majeur de la Russie reste le même, le manque d'hommes. Si la situation ne change pas d'ici les prochains mois, le Kremlin sera confronté à un choix. Soit lancer une nouvelle vague de mobilisation, probablement après les élections à la Douma, soit passer à une guerre de position prolongée. Les 2 options sont loin de la victoire rapide sur laquelle comptait Moscou. C'est-à-dire que l'augmentation est de 30 000, les pertes de 35 000, donc moins 5 000 par mois, c'est ce fameux déficit qui ne permet pas de combler le manque d'effectifs actuel. Il devient évident que l'un des principaux paris de la Russie, la ressource humaine, est en train de faillir. Et cela pourrait devenir un facteur déterminant pour la suite de la guerre. L'armée américaine a déployé une technologie ukrainienne de lutte contre les drones sur une base aérienne clé des États-Unis en Arabie saoudite, pour stopper les attaques iraniennes qui ont déjà causé des pertes d'avions et de personnel. C'est ce que rapporte le journal Reuters. Selon des sources de l'agence, des militaires ukrainiens sont arrivés sur la base aérienne américaine Prince Sultan en Arabie saoudite pour former les militaires américains au programme SkyMap. Les militaires ukrainiens utilisent dans cette plateforme pour détecter les drones, notamment les drones d'attaque iraniens de type Shahed, et mener des contre-attaques avec des drones intercepteurs. Comme les drones bon marché jouent un rôle majeur dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine, le Pentagone a augmenté ses investissements dans les technologies de lutte contre les drones. Le journal souligne que cette information survient après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Amérique n'avait pas besoin de l'aide de l'Ukraine pour abattre les drones iraniens au Moyen-Orient. Moins les États-Unis, plus l'Ukraine. Ne pas compter sur l'aide et la protection de Washington, mais s'unir à Kiev pour la défense commune du continent européen, avant tout contre la Russie de Poutine. Tel sera l'objectif et la mission de cette nouvelle alliance militaire. Nous parlerons plus en détail de cette alliance et du rôle de l'Ukraine juste après. Dès mai 2025, l'Union européenne a créé un vaste fonds de crédit dans le cadre du programme de défense SAFE, Security Action for Europe.
Le montant du fonds est de 150 milliards d'euros. Cet argent est destiné au développement de l'industrie militaire. En Europe, on a déjà compris que l'OTAN ne fonctionne pas et qu'il faut créer sa propre union de défense. Et sur ce point, on ne pourra pas se passer de l'Ukraine. Nous sommes le rempart de toute l'Europe. Une alliance qui peut être bien plus forte. Honnêtement, je le pense. C'est une alliance de pays comme la Norvège, l'Ukraine, la Grande-Bretagne, la Turquie. Ce sont 4 pays qui manquent à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que la Turquie et l'Ukraine, c'est une armée plus forte que celle de la Russie. La nouvelle alliance militaire entre l'Ukraine et l'Europe. C'est désormais une question de temps. La guerre en Ukraine, la volonté de Trump de quitter l'OTAN et les succès de l'armée ukrainienne sur le front. Tous ces facteurs disent une chose, les pays européens doivent se protéger. Et sans l'Ukraine, c'est impossible. L'Europe possède un potentiel industriel et scientifique incomparable à celui de la Russie. Seulement, si nous prenons l'Union européenne dans son ensemble et les pays qui n'en font pas partie, mais qui font aussi partie de la sphère de sécurité européenne, l'OTAN et que ce soit l'Union européenne, l'OTAN ou l'Ukraine, qui n'appartient à aucune des deux et possède l'armée de terre la plus puissante du continent, il est clair que ce potentiel n'est pas inférieur à celui des Américains, surtout à long terme. D'ici 2030, la Russie prévoit d'augmenter les effectifs de son armée jusqu'à 2 500 000 soldats. C'est pourquoi l'Europe doit dès maintenant prendre des mesures concrètes pour préserver son indépendance. Même dans les médias, le Kremlin s'efforce d'attiser les tensions et de préparer sa population à une guerre encore plus vaste, et pas seulement en Ukraine. En tentant de relancer la production militaire, les bureaucrates européens endettent les pays de l'Union et se livrent à un vol pur et simple, espérant ainsi stimuler une économie qui s'essouffle. Par la suite, le matériel militaire accumulé, utilisé sans but lors d'exercices et n'apportant que des dépenses supplémentaires à leur pays, créera la nécessité de rentabiliser les fonds investis, ce qui, comme on peut s'y attendre, provoquera de nouvelles guerres de conquête. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, on envisage la création d'une nouvelle alliance de défense après la fin de la guerre en Ukraine. Cependant, les nouvelles menaces émanant de Moscou, disons, envers les pays baltes, pourraient considérablement accélérer la prise de conscience des Européens qu'il ne faut plus perdre de temps. En réalité, il y a simplement une prise de conscience progressive par les Européens de l'ampleur des problèmes et des tentatives de comprendre que le simple fait d'attendre que l'Ukraine contienne la Russie, à un tel point que la Russie cesse de leur faire la guerre, cela n'a pas fonctionné non plus. C'est pourquoi l'Ukraine est désormais nécessaire dans un autre rôle, pas seulement comme un terrain où l'on peut épuiser la Fédération de Russie, mais aussi comme un allié militaire. Actuellement, l'une des tâches principales, tant pour l'Ukraine que pour l'Europe, est d'avoir un ciel protégé. Contre les attaques de drones russes, les forces armées ukrainiennes parviennent à lutter assez efficacement. Une autre question est celle de la balistique. Les missiles pour les systèmes Patriot manquent cruellement. Et il semble que l'industrie de défense ukrainienne puisse résoudre ce problème dans un avenir proche. Nous devons, d'ici 1 an, créer notre propre système anti-balistique. C'est réaliste, très difficile, mais la question réside dans les composants. Nous avons déjà pratiquement résolu l'un des composants. C'est la question des radars, et puis il y a la question des missiles eux-mêmes. La création d'une alliance de défense sans les États-Unis est la solution à de nombreux problèmes. L'économie de l'Union européenne plus les technologies militaires de l'Ukraine, c'est le gage du succès. Une alliance de défense des pays européens et de l'Ukraine montrera au monde entier qu'on peut se défendre avec succès contre l'agression même sans les États-Unis et le chantage permanent de Trump et de ses successeurs. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur l'adoption de 2 mesures importantes visant à contrer l'agression russe en Ukraine. Ils ont approuvé un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine qu'elle attendait depuis début avril, ainsi qu'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Les 2 décisions étaient en suspens depuis février, quand la Hongrie les a soudainement bloquées, invoquant l'arrêt des livraisons de pétrole russe qui transitaient par l'Ukraine via l'oléoduc Druzhba. Mais hier, le ministre hongrois des Affaires européennes, János Bokka, a déclaré que le transport de pétrole russe via Druzhba vers la Hongrie à travers l'Ukraine avait déjà repris. Ces décisions doivent maintenant être définitivement approuvées par les dirigeants de l'UE qui se réunissent ces jours-ci à Chypre. En Bulgarie, des forces pro-russes sont arrivées au pouvoir. En quoi cela menace-t-il l'Ukraine? La Bulgarie deviendra-t-elle le nouveau cheval de Troie du Kremlin au sein de l'Union européenne?
à l'instar de la Hongrie d'Orban? Réponses à ces questions dans le reportage de nos journalistes. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cet épisode et de vous abonner à la chaîne YouTube Ukraine aujourd'hui. Le monde européen est à nouveau confronté à un défi interne. La Bulgarie se tourne définitivement vers Moscou. Il existe une réelle possibilité de former une coalition qui ne sera certainement pas pro-ukrainienne. Aux élections législatives, la force politique Bulgarie progressive, liée à Roumen Radev, l'a emporté. Un politicien qui critique la politique de l'UE et prône le rétablissement du dialogue avec la Russie. L'Europe n'a pas sa propre vision pour mettre fin à la guerre en Ukraine et instaurer la paix. Et elle continue d'investir dans une cause perdue avec un espoir utopique. Roumen Radev, chef du parti Bulgarie progressive. Et bien que formellement Sofia ne renonce pas au cap européen, les accents commencent à se déplacer. Il ne s'agit plus d'un soutien inconditionnel aux alliés, mais d'un soi-disant pragmatisme qui, aujourd'hui, signifie de plus en plus tenter de s'équilibrer entre l'UE et le Kremlin. Le nouveau gouvernement bulgare suivra-t-il vraiment le modèle d'Orban? Évidemment non, mais encore une fois, il peut, sans aucun doute, créer certains ennuis, voire quelques difficultés supplémentaires. Selon les experts, Sofia ne bloquera pas ouvertement les décisions clés de l'UE. Cependant, on ne peut plus qualifier ce pouvoir de pro-ukrainien. Cela signifie que tout accord, des sanctions à l'aide financière, risque d'être plus complexe, plus long et politiquement plus douloureux. Ils peuvent sans aucun doute nous créer des ennuis financiers. Ils peuvent sans aucun doute nous créer des histoires politiques. Certaines choses, comme les sanctions, seront plus difficiles à négocier. Il est peu probable que les Bulgares gâchent carrément l'approbation d'un prêt pour nous. Pourtant, si nécessaire, les Bulgares peuvent aussi, par les actions du nouveau gouvernement, nous créer des problèmes concernant les communautés nationales. Un autre aspect bien plus sensible est l'industrie de la défense. La Bulgarie reste l'un des principaux fournisseurs de munitions de calibre soviétique, cruciaux pour l'armée ukrainienne. Selon les politiciens européens, tout ralentissement ou révision des livraisons de Sofia frappera inévitablement toute la chaîne d'approvisionnement, créant une pénurie et ralentissant le soutien au front. Le complexe militaro-industriel bulgare est aujourd'hui largement tourné vers l'Ukraine. Tout y est saturé de commandes pour l'Ukraine. Et je pense que personne n'annulera ces commandes. Car la Bulgarie est un pays qui dépend énormément, plus encore que la Hongrie, des fonds de l'Union européenne. Et jouer à ce petit jeu maintenant, eh bien, ce serait se tirer une balle dans le pied dès le début de la course politique. De plus, c'est précisément la guerre en Ukraine qui a stimulé la croissance de l'économie bulgare. Un paradoxe qu'à Sofia, on comprend parfaitement même si on n'est pas prêt à le dire tout haut. Ainsi, la politique réelle du nouveau gouvernement sera probablement dictée non par des déclarations fracassantes, mais par un calcul pragmatique entre rhétorique interne et obligations externes. La Russie va profiter de la victoire de Radev, c'est certain. Elle va exploiter cet aspect au maximum. Il devra trouver un équilibre entre l'électorat de ceux qui s'opposent à cette corruption et son électorat qui est, lui, pro-russe. C'est donc un mélange électoral complexe. Difficile de dire comment ils vont maintenir cet équilibre, surtout en ce qui concerne cette politique étrangère. Le défi majeur aujourd'hui pour l'Ukraine et l'Union européenne n'est pas tant l'émergence d'un nouvel allié du Kremlin, mais l'érosion progressive de l'unité, où chaque opposition individuelle affaiblit la position commune et rend les décisions plus longues et difficiles.